L'Australie, une nation qui s'étend sur tout le continent. Du littoral éblouissant à l'outback australien aride, des forêts tropicales du nord aux vignobles du sud. Mais l'histoire de ce pays va bien au-delà de ses sites naturels et de ses villes cosmopolites. L'Australie a un parcours qui remonte à plus de 65 000 ans. Façonnée par la culture unique des peuples indigènes, la découverte et la colonisation européenne, les ruées vers l'or et la bravoure de ses soldats. Nous allons faire un voyage dans le temps en examinant les principaux événements et transformations qui ont façonné l'Australie que nous connaissons. L'histoire de l'Australie remonte bien avant que les premiers navires européens n'atteignent ses côtes. Il y a maintenant plus de 65 000 ans, les premiers habitants humains, les aborigènes d'Australie, commencèrent à arriver sur cet immense continent. Les premiers Australiens sont partis de l'actuelle Indonésie, traversant mer et détroits. Mais les circonstances exactes de leur voyage font encore l'objet de diverses études et de débats. Ils développèrent un large éventail de cultures, de langues et de traditions sur cette nouvelle terre, s'adaptant parfaitement aux différents écosystèmes de l'Australie, des forêts tropicales humides du nord aux déserts secs de l'intérieur des terres. La spiritualité était fermement ancrée dans la terre. Les formations rocheuses comme Uluru n'étaient pas seulement des repères géologiques, mais aussi des centres spirituels et culturels. Le rêve, ou Chukurpa, est un ensemble complexe d'histoires, de traditions et de lois expliquant la création du monde et la relation des aborigènes avec la terre. Les aborigènes développèrent avec succès des techniques de la chasse, de la pêche et de la cueillette, garantissant leur survie malgré des conditions parmi les plus difficiles de la planète. Cependant, au tournant du XVIIe siècle, les Européens apportèrent avec eux un vent de changement et un appétit croissant pour l'exploration. Alors que les navigateurs prenaient le large vers des mers inexplorées, l'Australie était sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre. En 1606, un navigateur néerlandais nommé Willem Janszoon, à bord du navire Duiven ou Petite Colombe, traça sa route à travers les mers inexplorées et se retrouva face à des terres inconnues. Il allait devenir le premier Européen documenté à poser le pied en Australie. Janszoon et son équipe posèrent le pied sur la côte de la péninsule de Cape York, dans l'actuel état du Queensland. Ils ne trouvèrent ni l'or ni les épices que de nombreux explorateurs recherchaient, mais une terre imprégnée de mystères, habitée par des gens qui s'y sentaient chez eux depuis des millénaires. Les premières rencontres entre les Européens et les aborigènes se sont avérées ambiguës. Si certaines furent marquées par une curiosité réciproque, d'autres furent marquées par des conflits et des violences. La découverte de Janszoon n'était qu'un début. Au cours des décennies suivantes, d'autres navigateurs européens tentèrent également de s'aventurer dans ces eaux. Lorsque l'Australie fut cartographiée centimètre par centimètre, les Néerlandais l'appelèrent Nouvelle-Hollande. Il faudra un certain temps avant que les Européens ne commencent à considérer cette vaste terre comme plus qu'un simple point sur une carte. La première visite européenne enregistrée en Australie date de plus de 160 ans, soit de 1770, lorsque le capitaine James Cook, un navigateur et cartographe britannique plein de ressources, prit la mer à bord de son navire, l'Endeavour, dans le cadre d'une expédition scientifique. Cook et son équipage partirent vers l'inconnu et se retrouvèrent sur la côte est d'un vaste continent inexploré. Cook et son équipage accostèrent à Botany Bay en avril de cette année-là, un endroit qu'il choisit pour la variété de plantes inconnues que ses botanistes Sir Joseph Banks et Daniel Solander parvinrent à récolter. Les journaux de Cook font état de rencontres avec des peuples aborigènes, de la beauté de la terre et du potentiel qu'il y voyait. Poursuivant son voyage vers le nord, le 22 août, il revendiqua officiellement la côte est au nom de Sa Majesté, qu'il appela Nouvelle-Galles du Sud. Bien que les Hollandais soient les premiers Européens à atteindre l'Australie, ils préférèrent ne pas revendiquer la terre. En effet, à l'époque, ils possédaient déjà de nombreuses colonies, dont plusieurs avaient un potentiel de profit bien plus important que le continent australien, ce qui signifiait que la voie était libre pour la colonisation anglaise des terres australiennes. En 1788, une flotte de navires britanniques, souvent appelée la Première Flotte, jeta l'ancre à Sydney Cove, un port naturel situé dans l'actuelle ville de Sydney. Il ne s'agissait pas d'une flotte traditionnelle de colons à la recherche de terres fertiles ou d'aventures, mais de bagnards. La décision de transporter des condamnés en Australie résultait en partie de la surpopulation des prisons britanniques à la suite des guerres de l'indépendance américaine. Une fois l'Amérique devenue indépendante, la Grande-Bretagne ne fut plus autorisée à envoyer des bagnards dans les colonies américaines, et l'Australie apparut comme une solution alternative. La colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud fut officiellement déclarée le 7 février 1788 par le capitaine Arthur Phillip, commandant de la première flotte.
Il avait reçu des instructions claires du gouvernement britannique, établir une colonie pénitentiaire et revendiquer la terre au nom de la couronne britannique. Il rencontra de nombreuses difficultés, notamment des relations tendues avec les peuples aborigènes, des pénuries de nourriture dues à la pauvreté des sols et à une expérience insuffisante en matière d'agriculture, ainsi que la nécessité de maintenir l'ordre et la discipline parmi les bagnards. Au fil du temps, d'autres navires arrivèrent, apportant des fournitures, de nouveaux bagnards et des colons libres, malgré les difficultés. D'autres régions le long de la côte furent progressivement explorées et colonisées, étendant ainsi l'influence britannique en Australie. Au fil des ans, l'idée que l'Australie soit une colonie pénitentiaire se développa. De nouvelles colonies furent créées, dont beaucoup n'étaient pas des colonies pénitentiaires, et la population augmenta grâce à l'immigration et à la natalité. La pratique de l'envoi de bagnards en Australie cessa finalement au XIXe siècle. Alors que les premières colonies britanniques étaient largement concentrées dans les régions côtières de l'Australie, l'outback australien devint le théâtre de nombreuses expéditions parmi les plus difficiles de l'histoire du pays. De nombreux explorateurs, tant européens qu'australiens, entreprirent des voyages pour sonder le cœur de l'Australie au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Ils étaient motivés par différentes raisons, telles que la recherche de terres fertiles, de voies de transport viables, la curiosité scientifique ou tout simplement l'aventure. Ces expéditions se heurtèrent à de nombreuses difficultés. De vastes déserts manquant d'eau, comme le désert de Simpson, des chaînes de montagnes inaccessibles, comme les Flinders Ranges, des conditions météorologiques extrêmes allant de la chaleur torride au froid glacial, et la résistance sporadique des peuples aborigènes, qui considéraient avec méfiance ou hostilité cette intrusion sur leurs terres ancestrales. La plupart des expéditions étaient mal préparées à la rudesse de l'outback australien. Elles manquaient de fournitures adéquates, de connaissances locales et parfois de l'expertise nécessaire pour naviguer et survivre dans des environnements aussi difficiles. Il en résulta un certain nombre d'expéditions qui échouèrent, avec des explorateurs perdus ou tués. Ces voyages d'exploration contribuèrent à combler les lacunes des cartes de l'Australie. Ils posèrent également les bases de l'expansion de la colonisation et de l'ouverture de nouvelles voies de transport et de communication, reliant l'intérieur du pays au reste du continent. L'Australie connut l'une de ses plus grandes épidémies de fièvre de l'or au début des années 1850. Les découvertes d'or en Nouvelle-Galles du Sud et, peu après, dans l'État de Victoria, déclenchèrent une frénésie qui allait profondément transformer le continent, tant sur le plan démographique que socio-économique. La nouvelle de ces découvertes se répandit rapidement, attirant des dizaines de milliers de personnes tant sur le continent lui-même qu'en Chine, en Amérique du Nord et en Europe. La vague d'immigration qui suivit eut un impact considérable. La population australienne fit plus que tripler en l'espace de quelques années. Des villes comme Melbourne se développèrent de manière exponentielle, les infrastructures et les services se développant rapidement pour répondre à la croissance de la population. Des campements de fortune parsemaient le paysage, tandis que les gens creusaient et tamisaient à la recherche de leur fortune. Mais la ruée vers l'or entraîna également des tensions et des défis. La concurrence pour les terres et les richesses débouchait souvent sur des conflits. Le droit des mineurs devint une question politique importante, ce qui conduisit à la célèbre rébellion d'Eureka en 1854 à Ballarat. Le soulèvement s'opposait à des droits de licence injustes et à la corruption présumée des autorités. Bien qu'elle ait été rapidement réprimée, beaucoup la considèrent comme un moment crucial dans la progression de l'Australie vers la démocratie. La présence d'une importante population de mineurs chinois, attirés par la perspective de la richesse, entraîna également des tensions raciales. Nombre d'entre eux se heurtèrent à la discrimination et à l'hostilité, et à certaines occasions, cela dégénéra en violence pure et simple. Tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle, le continent australien fut divisé en plusieurs colonies britanniques indépendantes, chacune dotée de son propre gouvernement et de son propre système législatif. À l'approche de la fin du siècle, de nombreuses questions pratiques et idéologiques commencèrent à émerger, mettant en évidence la nécessité d'une plus grande unification. L'identité nationale australienne commença à prendre de l'ampleur. Tout en restant fidèle à la couronne britannique, de nombreux Australiens commencèrent à se considérer comme un peuple distinct, ayant des aspirations et des intérêts communs. La création d'une nation unifiée permettrait d'affirmer cette identité émergente. Finalement, le 1er janvier 1901, la Fédération d'Australie fut proclamée. Les 6 colonies devinrent les 6 États d'une nation unifiée, dotée d'une constitution commune. Sir Edmund Barton fut nommé Premier ministre de l'Australie.
La nouvelle nation conserva son statut de colonie de la couronne britannique, mais au fil du temps, et grâce à différents accords et législations, l'Australie gagna progressivement en autonomie jusqu'à ce qu'elle devienne pleinement souveraine. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, l'Australie, encore fortement liée à l'Empire britannique, s'engagea rapidement à soutenir la Grande-Bretagne et ses alliés. Des centaines de milliers d'Australiens décidèrent de se battre aux côtés des puissances de l'Entente, ce qui donna naissance au corps d'armée australien et néo-zélandais. ANZAC, un mélange de forces australiennes et néo-zélandaises. L'un des moments les plus emblématiques et les plus significatifs de la participation des ANZAC à la guerre fut la campagne de Gallipoli en 1915. L'objectif était de capturer la péninsule turque de Gallipoli et d'ouvrir une route maritime vers la Russie, mais elle se heurta à la résistance acharnée des forces ottomanes. L'ANZAC accosta à Gallipoli le 25 avril 1915, jour qui est aujourd'hui commémoré chaque année sous le nom de Journée de l'ANZAC, en hommage aux troupes australiennes et néo-zélandaises qui luttèrent et moururent au cours de la guerre. Bien que les ANZAC et les autres alliés aient fait preuve d'une bravoure et d'une détermination remarquables, la campagne se révéla être un désastre militaire. Après 8 mois de combats acharnés sur un terrain difficile et dans des conditions brutales, les forces alliées durent être évacuées. La campagne de Gallipoli influença profondément la psyché australienne. Bien qu'il s'agisse d'une débâcle militaire, le courage, la camaraderie et le sacrifice des ANZAC sur la péninsule de Gallipoli contribuèrent à façonner l'identité nationale de l'Australie. Les idéaux de l'esprit ANZAC, notamment la bravoure, la résilience et l'esprit de camaraderie, sont toujours vénérés en Australie aujourd'hui. La Première Guerre mondiale eut un impact profond sur l'Australie dans son ensemble. Plus de 60 000 Australiens y périrent et beaucoup d'autres furent blessés ou traumatisés. Mais la Seconde Guerre mondiale n'allait pas tarder à éclater et l'Australie s'engagea à nouveau aux côtés des Alliés, soutenant tout d'abord les opérations britanniques en Europe et en Afrique. Avec l'expansion de l'Empire japonais en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, la menace pour l'Australie elle-même devint imminente. La contribution militaire de l'Australie changea rapidement d'orientation, passant du théâtre européen au Pacifique. C'est le 19 février 1942 que l'Australie fut la plus menacée, lorsque la ville de Darwin, dans le nord du pays, subit une attaque aérienne dévastatrice de la part des forces japonaises. Plus de 240 avions japonais participèrent à l'attaque, entraînant la mort de plus de 240 personnes et la destruction massive des infrastructures, notamment des navires, des bâtiments et des aéroports. Il s'agissait de la première et de la plus importante attaque directe sur le territoire australien, et au cours des mois suivants, d'autres sites le long de la côte septentrionale de l'Australie furent attaqués. Le bombardement de Darwin rappela brutalement la réalité de la guerre et la menace que le Japon faisait peser sur l'Australie. En réponse, le pays intensifia son engagement militaire dans le théâtre du Pacifique. L'armée, la marine et l'armée de l'air australienne jouant tout un rôle clé dans les campagnes visant à repousser les forces japonaises. Les soldats australiens jouèrent un rôle fondamental dans des batailles décisives telles que Kokoda, Bunagona et Bougainville. Les relations de l'Australie avec les États-Unis se renforcèrent considérablement tout au long de cette période. Alors que l'Australie s'était historiquement tournée vers la Grande-Bretagne pour obtenir des garanties en matière de défense et de soutien, la menace du Pacifique et la forte présence des forces américaines dans la région modifièrent cette dynamique. Des bases militaires américaines furent établies sur le sol australien et le général Douglas MacArthur, commandant des forces alliées dans le sud-ouest du Pacifique, fut basé à Brisbane pendant un certain temps. L'Australie sortit de la guerre avec une nouvelle compréhension de sa position dans le monde. La dépendance traditionnelle à l'égard de la Grande-Bretagne commença à s'estomper, mais il restait une blessure ouverte dans la société australienne. Depuis l'arrivée des premiers colons britanniques en 1788, les peuples indigènes d'Australie furent victimes de discrimination, de déplacements forcés et dans de nombreux cas, de violences pures et simples. Leurs terres leur furent confisquées, leurs coutumes et leurs langues souvent supprimées et leurs droits en tant que citoyens refusés ou restreints. Malgré la création du Commonwealth d'Australie en 1901, de nombreux textes législatifs des États et du gouvernement fédéral continuaient à marginaliser et à discriminer les aborigènes. Mais les années 60 et 70 marquèrent un tournant décisif. En partie inspirés par les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis et la décolonisation mondiale, les militants autochtones et leurs alliés commencèrent à réclamer la justice et l'égalité. L'autre question cruciale qui prit de l'importance à cette époque fut celle des enfants volés, c'est-à-dire des mineurs indigènes retirés de force à leur famille et à leur communauté, puis confiés à des institutions ou à des familles blanches dans le cadre d'une tentative d'assimilation.
Le gouvernement commença à s'attaquer à ces pressions dans les années 1970. Des politiques discriminatoires sévères furent abrogées et les droits fonciers des aborigènes furent de plus en plus reconnus. Mais la lutte pour la justice et une véritable réconciliation se poursuit encore aujourd'hui. L'Australie subit une révolution économique dans les années 1980. Avant cette décennie, son économie se définissait en grande partie par des impôts élevés, des réglementations strictes et une forte dépendance à l'égard de secteurs traditionnels tels que l'agriculture et l'exploitation minière. Mais tout en reconnaissant la nécessité d'être plus compétitif sur la scène mondiale et de diversifier son économie, le gouvernement se lança dans des réformes radicales. Au cours des décennies suivantes, les avantages de ces réformes devinrent plus évidents. L'économie australienne commença à se diversifier. Des secteurs tels que les services, l'éducation et le tourisme jouent un rôle de plus en plus vital. L'Australie commença également à établir des liens économiques plus étroits avec l'Asie, en particulier avec la Chine, qui allait devenir son principal partenaire commercial. Dans les années 1980, la transformation économique de l'Australie ouvrit la voie à une période de croissance et de diversification sans précédent. Aujourd'hui, le pays est non seulement une puissance économique du Pacifique, mais aussi un acteur influent sur la scène économique mondiale. De l'époque aborigène à sa découverte, en passant par son passage en tant que colonie pénitentiaire et son émergence en tant que nation prospère et influente sur la scène mondiale, la trajectoire de l'Australie est un exemple d'endurance et de transformation.